D'abord, merci à Hatem Bouriel de me proposer d'ouvrir cette université d'été et de vous entretenir de on va dire, de quelques aspects de la science qui m'intéressent et j'espère qu'il vous intéressera. D'abord, je vais essayer de commencer par un point qui me semble important dans le contexte de la Covid. J'aime pas trop dire la Covid, mais voilà, il faut dire la Covid-19. C'est l'urgence. On veut que la science réponde vite aux problèmes. On veut que la science réagisse dans l'urgence. Mais en fait, elle ne peut pas réagir dans l'urgence. Pourquoi ? Parce que la nature exigeante de la science l'empêche de réagir dans les temps courts. Et je propose de développer ce premier point, c'est-à-dire d'opposer un peu l'urgence de certaines situations du contexte actuel au temps long que la science exige pour qu'elle vraiment se construise. Et puis, un deuxième point aussi qui me tient à cœur et qui me semble aussi pertinent dans le contexte actuel, c'est le fait qu'on voudrait que la science soit conforme au sens commun, c'est-à-dire à la manière dont on perçoit les choses. Non, la science n'est pas conforme au sens commun. Les révolutions scientifiques se sont construites contre le sens commun. Et je vais en dire quelques mots en deuxième partie. Donc, je vais commencer d'abord par le temps long de la science. Et donc, je l'oppose à l'urgence de certaines situations. La science a mis du temps à se construire. Elle s'est construite donc lentement. Elle avance par l'interrogation, les hésitations, les confirmations d'hypothèses, la mise en route de nouvelles expériences, la déception aussi parfois, l'attente de validation de résultats. Et puis on attend aussi de pouvoir proposer une explication cohérente des choses. Donc tout cela nécessite un temps long. Et ce temps long, c'est le temps aussi de la persévérance des savants, qui ont travaillé souvent de manière solitaire, qui ont dû aussi souvent s'opposer à ceux qui voulaient les contrer ou à ceux qui voulaient les obliger à se taire. Et lorsque on lit certains historiens des sciences, je dis certains parce que certains nous donnent une histoire de la science qui est très technique, mais d'autres nous donnent aussi, en même temps que l'histoire de la science, une vision de cette histoire. C'est une histoire humaine. Et c'est une histoire humaine faite de difficultés, de souffrances. On peut se rappeler de Galilée et de son procès. En fait, son procès, ça a été le procès de la méthode scientifique. Ça a été le procès de la liberté de s'interroger sur le monde. Ça a été aussi le procès, Galilée, d'écrire dans la langue vernaculaire, parce que Galilée écrivait en italien, alors que jusque-là, la science, il fallait l'écrire en latin, et du coup, il pouvait être compris par un plus grand nombre. L'histoire de la science, c'est une science humaine, c'est aussi une histoire faite de violence. Par exemple, on peut revenir à une des rares femmes scientifiques de l'histoire de la science, c'est Hypatie, qui était une mathématicienne, qui était célèbre à l'école d'Alexandrie et qui a été lapidée en quelque sorte par des chrétiens fanatiques. Donc c'était au 3e, 4e siècle après notre ère. Elle était lapidée parce qu'elle était païenne. Le deuxième exemple de violence que l'on peut noter dans l'histoire de la science, c'est Giordano Bruno, qui a été brûlé en 1600 à Rome parce qu'il affirmait l'infinité des mondes. Donc cette longue histoire de la science, c'est aussi l'histoire des erreurs commises, des fausses pistes, des querelles et des controverses, des victoires et des défaites. En ce moment, comme la période est un peu trouble, alors j'ai choisi de vous parler d'une querelle.
dans cette histoire de la science, la querelle du vide. Alors, la querelle du vide, elle a commencé dans l'Antiquité. Bon, Aristote disait, parlait de l'horreur du vide. Mais bon. Et face à ce point de vue d'Aristote, on peut opposer le point de vue de ceux qui ont toujours été quand même assez, qui ont anticipé par rapport à ce qui est devenu par la suite l'explication du monde. Ce sont les atomistes, Démocrite et Épicure, Lucrèce, qui eux, au contraire, pensaient que voilà, le monde était fait aussi de vide. Alors cette querelle du vide, en fait, elle a repris au XVIIe siècle et elle a opposé deux points de vue. Le point de vue de Descartes, qui croyait au monde du plein, au point de vue de Pascal, Blaise Pascal, qui lui croyait au vide. Et en fait, à cette époque-là, disons que ceux qui pensaient à un monde où il pouvait exister du vide étaient minoritaires. C'était le point de vue des atomistes. À cette époque-là, à la Sorbonne, on ne pouvait pas soutenir une thèse qui adoptait le point de vue des atomistes. C'est dire que l'histoire de la science a été quand même marquée par beaucoup de fermetures. Alors, après de nombreuses péripéties, cette querelle du vide a fini par se terminer et c'est Pascal qui l'a emporté sur Descartes. Et Pascal a fait une expérience, a conçu, c'est son beau-frère qui l'a réalisé, une expérience donc au Puy de Dôme pour montrer l'existence du vide et comment la pression atmosphérique varie en fonction de l'altitude. Alors là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à nous ici. C'est qu'en fait, souvenez-vous, au courant de l'année dernière, un professeur de physique a trouvé bon, dans un problème où il s'agissait de l'étude de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude, d'introduire dans le devoir un verset du Coran. Moi, j'aurais préféré qu'il pose la question qui, finalement, avait eu gain de cause dans cette histoire de pression atmosphérique, de vide, etc., et qu'il explique aux enfants comment Pascal avait imaginé donc cette expérience au Puy de Dôme entre deux points d'altitude différentes, et il a montré comment la pression atmosphérique diminue quand l'altitude augmente. Alors pourquoi je vous parle en fait de cette querelle du vide? Parce que toutes les querelles scientifiques ont en quelque sorte nous ont donné des éléments intéressants sur différents points. Là, je m'inspire d'une historienne des sciences, Simone Mazouric, qui a étudié cette querelle de près. Alors, le premier point qu'on peut relever, c'est qu'en fait, on se dit, mais l'existence du vide, c'est banal. Non, c'est qu'en fait, à travers la question du vide, est-ce que dans le monde, il y a des régions où il peut y avoir du vide? Est-ce que le vide existe ou pas? Et c'est aussi une vision de différentes questions. Par exemple, pour Aristote, donc, le vide n'existait pas et évidemment la lumière ne pouvait pas se propager dans le vide. Bon, c'est dire que voilà, on a fait des progrès depuis, on a bien compris, au contraire, que la lumière se propage aisément dans le vide avec une vitesse de 300 000 km par seconde. Donc vous voyez que souvent dans ces querelles-là, il n'y a pas qu'un seul point qui est à discuter. Le deuxième point, qui me semble important aussi, c'est la confusion finalement entre ce qu'on appelle la substance pensante et la substance étendue. C'est-à-dire, on parle du vide avec sympathie ou avec antipathie. La nature a horreur du vide. C'est un sentiment, c'est une perception. Mais quand on analyse le vide en tant que phénomène physique, c'est un phénomène objectif. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de perception. Donc voilà, la nature n'a pas d'état d'âme. C'est aussi, avec la conclusion de cette querelle du vide, ce à quoi on a abouti. Troisième point, qui dans notre propos me semble important à relever,
c'est le fait que c'est une expérience qui a permis de conclure qu'en fait, oui, le monde est fait de vide. Mais cette expérience que Pascal a faite, elle n'est pas née du hasard. C'est pas une observation. Parce que souvent, de plus en plus maintenant, avec la montée des créationnistes, etc., on veut remettre en cause ce qu'est une théorie physique. Une théorie physique, elle se construit. Bon, il y a beaucoup d'éléments, évidemment, qui permettent de la construire, mais entre autres, elle se construit grâce à la réalisation d'expériences pensées, réfléchies. C'est pas par hasard que Pascal a conçu son expérience. C'est le fruit d'une réflexion. Il a choisi un dispositif bien déterminé. Le dispositif n'est pas choisi au hasard. Et c'est vraiment inhérent à ce qu'est la science et comment elle s'est construite. Donc, pour conclure ce petit point, c'est un dispositif donc conçu pour valider une hypothèse ou la remettre en cause, et c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'expérimentation scientifique. Alors, le temps de la science, donc, c'est celui des conquêtes spirituelles et de notre libération graduelle des erreurs, des doutes, des superstitions, des craintes, nous rappelle le grand historien des sciences Sarton. Le temps de la science, c'est celui d'une histoire qui a rempli et qui continuera à remplir, je l'espère, les plus belles pages des archives de l'humanité. Des pages qui comblent notre intelligence et nous incitent à poursuivre la quête de compréhension du monde qui nous entoure. Mais dans le flot des déclarations, des communiqués, d'informations autour du coronavirus, finalement, on se rend compte que le point de vue des sociétés savantes est passé inaperçu. Notre rencontre autour du thème science, savoir, intelligence me donne l'occasion d'y faire référence. Et de faire référence à un communiqué qui m'a semblé intéressant, c'est celui de l'Académie de médecine française qui souligne que le temps de la recherche et de la science n'est pas celui de l'immédiateté des médias et des réseaux sociaux. Le doute, inhérent à toute démarche scientifique, est aussi intolérable pour le public soucieux d'apaiser son anxiété que pour le politique désireux de conforter ses décisions. En temps de crise, si le doute exaspère, les croyances sont nuisibles et souvent dangereuses. Fin de citation. L'Académie relève avec pertinence que le doute est inhérent à toute démarche scientifique. Mais du coup, l'exercice de la science ne peut pas être immédiat. S'il y a doute, il y a réflexion, il y a critique, il y a discussion, il y a débat. Et on est alors face à une incompatibilité entre deux mondes, celui de la science et celui des médias et des réseaux sociaux. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le réaliser, mais en même temps, peut-être souligner le fait que le monde des médias et des réseaux sociaux, en fait, est performant aujourd'hui. Il permet d'aller très vite, encore plus vite. Mais ce que le monde des médias et des réseaux sociaux oublie, c'est que ces technologies dont ils bénéficient, tous ceux qui utilisent aujourd'hui Facebook ou Google, Internet, etc., ne se rendent pas compte de la manière dont beaucoup ont dû travailler pour arriver à ces technologies performantes. Et derrière ces technologies performantes, il y a des avancées uniquement conceptuelles on n'aurait jamais pu imaginer que la théorie de Maxwell, la théorie de l'électromagnétisme, 1865, allait aboutir à ce développement des réseaux sociaux et des médias. Cette théorie de l'électromagnétisme, c'est la théorie qui a prévu l'existence d'ondes électromagnétiques dans divers domaines, qu'on aille du domaine radio ou domaine gamma. Donc ça, c'est la première grande théorie qui est à la base des technologies actuelles. Et la deuxième grande théorie, qui est aussi une théorie, alors elle qui est absolument étonnante, c'est très conceptuelle, c'est la théorie quantique.
qui est né au début du XXe siècle. Et en fait, la théorie quantique, grâce à cette théorie, on a compris comment les électrons se comportent au sein de la matière. Dans les années 50, on a mis au point ce qu'on appelle le transistor. À partir de là, il y a eu l'éclosion de l'électronique, la microélectronique, la nanoélectronique, et tout ça est derrière nos petits appareils, en fait. Voilà. Donc là, c'est peut-être bon de temps en temps de rappeler que c'est bien d'être dans l'immédiateté, d'être dans l'urgence, mais nous sommes le produit de processus longs qui ont demandé du temps. Et je vais faire un petit clin d'œil à Darwin quand même, parce que c'est les grands de la science. Justement, Darwin a mis en avant un premier élément absolument essentiel pour expliquer l'évolution biologique, c'est les temps longs. C'est le fait que grâce à, en même temps que Darwin, il y avait Lyell, le grand géologue, qui lui a été un des premiers à dire que la Terre est vieille et justement à déconstruire cette vision de la jeunesse qui était prédominante chez certains. Et donc, voilà, la Terre est vieille et c'est ces longues durées qui ont permis que les organismes, les espèces les plus diverses puissent voilà, se développer sur Terre. Alors, mon petit clin d'œil à Darwin, c'est pour dire que, voilà, Darwin, et puis je pourrais citer un autre grand nom, c'est Newton quand même avec la théorie de la gravitation. C'est grâce à tous ces grands noms de la science que la connaissance est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais tout ça relève aussi d'une construction, d'une accumulation de connaissances. Et je redis avec plaisir le mot intelligence, qui est un des thèmes donc de cette session. L'intelligence, c'est donner le temps de réfléchir. Et on devrait s'inspirer de ceux qui nous ont précédés pour rappeler qu'effectivement, la science est construite lentement et que derrière la science, il y a une méthodologie, il y a une réflexion. Et j'insiste là-dessus parce que nous sommes peut-être à une période où on met au même niveau la connaissance scientifique, la connaissance rationnelle et l'opinion. Et en fait, l'opinion ou la connaissance commune. Et peut-être ce qui est un peu responsable de cette déviation, c'est quand même Internet. Internet qui nous a ouvert de grands espaces. C'est vrai qu'on peut s'amuser à visiter des musées virtuellement à l'aide d'Internet. On peut apprendre beaucoup de choses et moi j'incite beaucoup les jeunes à s'y référer. Mais en même temps, les données sont complexes et donc dans le flot d'informations, on a aussi à constater des dérives. Et on peut constater qu'aujourd'hui, Internet, en fait, rend visible des dérives de la science qui existaient, mais qui n'avaient pas cette importance. Je prends un exemple. Dans les années 70, juste après la fameuse montée de la fusée vers la Lune, un collègue du département de mathématiques de la faculté des sciences de Tunis, affirmait que tout ça n'était pas vrai, que personne n'avait mis le pied sur la Lune et que c'était uniquement un montage de photos qu'avaient réalisé les États-Unis. Mais en fait, à l'époque, peu de collègues donnaient de crédit à ce genre d'hypothèse qui était beaucoup lié au refus de l'Occident. C'était un des credos du mouvement des frères musulmans.
Mais aujourd'hui, avec Internet, ce genre de propositions ont malheureusement une grande visibilité. Et aujourd'hui, tout peut être remis en cause. N'importe quelle théorie scientifique peut être remise en cause. Et on doit souligner aussi le fait que pour celui qui va publier sur Internet, la publication est immédiate, quoi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, je dois aller un peu vite parce que je vois que le temps passe. Alors, mais pour conclure sur ce point, en fait, il y a des études de chercheurs, de mathématiciens, de spécialistes des sciences computationnelles qui ont travaillé sur les données et le comportement des internautes. Et en fait, un des points fondamentaux qui est à souligner, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que celui qui lit quelque chose sur Internet, en fait, est attiré par ce à quoi il croit. Et donc, finalement, ce qui lui plaît, c'est ce qui va conforter son point de vue. Et ça, c'est une réelle difficulté. Et finalement, c'est vrai que convaincre quelqu'un du fait que non, la Terre n'est pas plate, la Terre n'est pas fixe au centre de l'univers, que les vaccins doivent être pris en compte. On a des médecins ici, donc tout ça est important. Eh bien, ça n'est pas aussi facile de contredire les opinions des internautes et cette manière virale, donc comme une épidémie, dont les fausses nouvelles finalement se propagent sur Internet. Alors, comment agir ? Comment agir ? J'ai parlé un peu du savoir scientifique, un peu d'histoire des sciences, et je pense que c'est important d'y faire référence, parce que finalement, quand on apprend comment la science est construite, on se rend compte que les obstacles ont été nombreux. J'ai parlé de Galilée tout à l'heure ou de Giordano Bruno. Il y a eu tout ce qui relève du religieux, c'est-à-dire de l'opposition des autorités religieuses. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'opposition des idéologies. Et là, je pourrais très rapidement parler de l'affaire Lysenko. Je ne sais pas si certains parmi vous, Lysenko, donc c'était un agronome, et l'affaire Lysenko a commencé dans les années 1920-1930. C'était un agronome en Union soviétique qui a voulu introduire un procédé qu'on appelle la vernalisation, c'est-à-dire le fait d'utiliser des semences d'hiver, du blé d'hiver en blé de printemps, simplement en le refroidissant. Et donc il avait mis en route une sorte d'explication, mais qui n'avait absolument aucune validité et qui s'opposait aux théories de l'époque, donc de la biologie végétale de l'époque. En fait, pourquoi je parle de l'histoire de Lysenko, c'est que Lysenko était protégé par le comité central du Parti communiste et il avait réussi donc à faire valider, entre guillemets, son procédé par les autorités politiques. Mais à aucun moment il n'a cherché à la faire valider par les scientifiques. Bien au contraire, les scientifiques soviétiques qui s'opposaient à Lysenko ont été relevés de leurs fonctions, ont été arrêtés, ont été envoyés au goulag, etc. Et en fait, ça a été une période héroïque pour les scientifiques de l'époque. Je reprends un terme de François Jacob, prix Nobel de médecine 1965, qui disait, devant ce délire collectif, face à Lysenko et le succès qu'il avait, la génétique devenait un bastion de la raison. Faire de la génétique, c'était refuser l'intolérance et le fanatisme.
Et en fait, l'affaire Lysenko a fait retarder le développement de l'agriculture en Union soviétique de manière très sérieuse. Mais bon, voilà comment aussi donc, les idéologies peuvent s'opposer aux scientifiques. Et si me semble intéressant de faire référence à l'affaire Lysenko aujourd'hui, c'est pour relever 2 points. Le premier point, c'est que Lysenko n'a jamais publié dans des revues scientifiques. Il a publié dans des journaux à grand public ou alors des journaux qui étaient créés par le pouvoir, par décret gouvernemental. Et donc, il a toujours évité la critique de ses pairs. Le deuxième point, c'est que avec cette affaire Lysenko, on se rend compte que pour certains, il y a 2 sciences. À l'époque, donc, je vais vite parce qu'il faut aller vite. À l'époque, en fait, Lysenko avait réussi à faire entrer dans l'idée qu'il défendait une science prolétarienne face à une science bourgeoise. On a oublié maintenant ce langage, mais... Et donc, voilà, il y a 2 sciences. Il y a la science prolétarienne et la science bourgeoise. Non, il n'y a qu'une seule science, c'est la science universelle. Et j'ajoute, il n'y a pas 2 sciences, la science occidentale et la science islamique, comme peuvent le défendre certains théoriciens du mouvement des frères musulmans. Donc ça, c'est important aujourd'hui de relever ces points. Toujours dans le même cadre, la méthode scientifique est universelle. Elle n'est pas liée à une culture locale. Et il peut y avoir des contextes particuliers, effectivement, où la science peut être bloquée par l'autorité religieuse, peut être bloquée, j'ai parlé du contexte politique de l'Union soviétique, mais il peut y avoir aussi des périodes où la science, des périodes fastes pour la science. Le début du XXe siècle a été une période particulièrement faste pour la science, pour l'art aussi d'ailleurs, pour beaucoup de... ça a été une période faste pour la culture, pour l'intelligence, on va dire. Mais il faut bien faire attention au fait qu'une théorie scientifique, c'est une représentation objective du monde. Lorsqu'on dit, voilà, la relativité, c'est la relativité d'Einstein. Einstein est un personnage très sympathique, même de ceux qui n'ont rien compris à la relativité. Mais la théorie de la relativité, c'est une théorie objective. Elle n'a pas à être ni sympathique ou autre. Donc ça aussi, je pense que c'est important de voir que les théories n'ont plus rien à voir, une fois qu'elles sont émises, avec ceux qui les ont élaborées. Alors, et la même chose pour le contexte culturel. C'est vrai que la Belle Époque, eh bien, on a vu naître la théorie de la relativité, les 2 théories de la relativité, la théorie quantique, etc. Mais, de toute façon, ces théories n'ont rien à voir avec une époque particulière. Elles ont donné lieu à un certain nombre de conséquences, d'avancées technologiques, comme je disais tout à l'heure. Alors, je voudrais terminer par un dernier point que j'ai annoncé dans la suite de ce que je viens de dire, c'est le fait que la science n'est pas conforme au sens commun. Et ça, c'est peut-être un peu surprenant, parce qu'on veut bien, chacun de nous, dire, mais au fond, oui, je sens les choses, je sens... Non, on ne sent pas la science. La science, elle se construit, elle se défend par des expériences réfléchies, adaptées à un problème donné, etc. Et l'exemple que je vais donner à propos de la science et du sens commun, c'est l'histoire de la mécanique. Le grand Aristote avait donc écrit son fameux traité de la physique et il avait étudié la mécanique. La physique, le début de la physique a toujours été
la mécanique. La mécanique, c'est vraiment la discipline mère, en quelque sorte, de la physique. Et en fait, Aristote avait distingué le mouvement naturel et le mouvement violent. Le mouvement naturel, c'est le mouvement qui fait que un objet laissé à lui-même va tendre vers une position de repos. Le mouvement violent, c'est un mouvement qui décrit plutôt le désordre. Donc ça, c'était le point de vue d'Aristote, hein, son point de vue du mouvement. Mais en fait, c'est vrai que pour arriver à élaborer cette mécanique, Aristote s'est basé sur des données du sens commun. C'est-à-dire, si je prends un corps pesant, que je le lâche, il va tomber, il va arriver vers sa position la plus basse et s'arrêter. Mais en fait, ce qu'Aristote construit dans sa mécanique est une véritable théorie physique. Ça n'est pas une théorie du sens commun. Ça part de données du sens commun, mais c'est une théorie construite. Et en fait, il ne se contente pas d'exprimer dans son langage les données du sens commun. Il s'inscrit dans le cadre d'une théorie cohérente, théorie mécanique, qui étudie le mouvement. Et c'est intéressant de citer Coiré, Alexandre Coiré, qui a beaucoup étudié un peu la physique de l'Antiquité, la physique galiléenne, etc. Et en fait, qui note que, comme toute la physique d'Aristote n'est plus la physique d'aujourd'hui, aujourd'hui on n'explique pas le mouvement en distinguant le mouvement naturel et le mouvement violent. De toute façon, aujourd'hui on sait, et on sait depuis Galilée, que le mouvement c'est une affaire de point de vue. La notion de repos n'a aucun sens. Le repos est relatif. On est au repos là, mais en fait on bouge en même temps. Bref, alors je vais vous lire quelques phrases et terminer par cela d'Alexandre Coiré que je trouve extrêmement pertinent sur la manière dont on peut ne pas comprendre l'œuvre d'Aristote. Et c'est un exemple. Hein. Aristote, c'est un exemple, on pourrait dire la même chose d'autres grands de l'histoire de la science. La physique aristotélicienne est fausse. Elle est fausse, nous le savons bien, irrémédiablement périmée. Mais c'est néanmoins une physique, c'est-à-dire une théorie hautement, bien que non mathématiquement, élaborée. Ce n'est ni un prolongement brut et verbal du sens commun, ni une fantaisie enfantine, mais une théorie, c'est-à-dire une doctrine qui, partant bien entendu des données du sens commun, les soumet à une élaboration systématique, extrêmement cohérente et sévère. Fin de citation. Les grandes révolutions scientifiques ont eu du mal à être acceptées et comprises. Les savants soulignent les difficultés de faire accepter des doctrines qui s'éloignent des opinions communes. Et deux noms que j'ai déjà cités, Darwin et Galilée, en faisaient le constat en fait. Disaient que voilà, ils avaient du mal, ils se rendaient compte qu'ils avaient du mal parce que leurs théories, elles étaient condamnées par les autorités. Bon, Darwin, ça n'a pas été le cas, mais elles étaient mal perçues parce que justement, elles étaient contraires au sens commun. Le sens commun va dire, voilà, la Terre est fixe. Hein, alors, ce que Darwin disait pour expliquer le mal qu'il avait à faire accepter sa théorie, il disait « la raison doit faire violence à l'imagination ». Et ça, c'est ce que l'histoire de la science nous montre. La raison doit faire violence à l'illusion, dans le cas de Darwin et de son explication des organes complexes, etc., que
Darwin expliquait que pour qu'un organe complexe puisse être élaboré ou s'élaborer au fur et à mesure, peu importe par qui ou comment, il lui faut des temps longs. Et c'est ça le facteur fondamental de notre évolution, de notre existence aujourd'hui sur Terre. Alors, les savants comme Galilée ou Darwin devaient détruire un monde et le remplacer par un autre. Ils devaient réformer la structure de notre intelligence elle-même, formuler à nouveau et réviser ses concepts, élaborer un nouveau concept de connaissance, un nouveau concept de science, et même substituer à un point de vue assez naturel, celui du sens commun, un autre qui ne l'est pas du tout. C'est ce que dit Coiré. C'est une des raisons pour lesquelles il est plus difficile de faire accepter la science que certaines idées fausses. Je vous remercie.